abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, déjà question habituelle, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous entendez Judith correctement? Est-ce que tu peux dire un mot? Test, bonjour tout le monde. Voilà, le test micro, normalement ça devrait aller, je vois que ça module, normalement c'est tout bon. On est là donc comme tous les vendredis matin à 10h pour Abonnez-vous matin, c'est l'émission Twitch de Mediapart en direct des locaux du journal. On est ensemble jusqu'à midi, en première partie notre invité et en deuxième partie de 11h à midi la revue de presse des articles de Mediapart. Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a déjà des gens dans le chat. Installez-vous, présentez vos abonnements Mediapart à l'entrée, évidemment, il faut le faire. Donc l'émission du vendredi, c'est de 10h à midi. Et le lundi, vous retrouvez ma collègue Anna avec son émission de 18h à 20h environ pour connaître les coulisses de Mediapart. On a eu la semaine dernière, par exemple, les coulisses de reportage sur Gaza. Fabrice Arfier était venu parler du procès Sarkozy-Kadhafi, mais il y a aussi des gens de l'équipe technique, des stagiaires. Voilà, on essaie de vous montrer un petit peu tous les aspects de la vie d'un journal. Je rappelle évidemment les règles du chat. Soyez sympa, pas de messages racistes, insultants, homophobes, transphobes, etc. Vous connaissez la chanson, sinon je banne immédiatement. Et si vous avez des réclamations, n'hésitez pas à me les faire. Je me ferai un plaisir de les ignorer par rapport à ce genre de ban. Je reçois ce matin Judith Beauvalet. Salut. Salut, merci de m'inviter. Judith, tu es journaliste cinéma. Tu travailles pour le site Écran Large qu'on va présenter aussi tout à l'heure. Et les gens te connaissent peut-être aussi pour ta chaîne YouTube Demoiselle d'horreur, dans laquelle tu analyses plusieurs films de genre, notamment, comme son nom l'indique, des films d'horreur, par le prisme du féminisme. Est-ce que j'ai à peu près tout dit? Non, j'ai pas parlé de sororité aussi. Est-ce que tu peux présenter peut-être cette association pour commencer? Oui, alors l'association de le collectif de la sororité, mais c'est vrai que maintenant on est une association. C'est un collectif créé par des créatrices web qui parlent justement de cinéma avec un prisme plus ou moins féministe, on va dire. On a jusque-là donné des conférences en festival, créé des événements et fait des lives YouTube. Alors c'est vrai que moi là du coup l'association cette année, comme je suis très occupée, je vais me mettre un petit peu en retrait, mais l'association elle continue et a plein de projets fascinants. Donc voilà, si vous voulez suivre la sororité sur les réseaux, c'est S''Aurore IT, voilà, dans un jeu de mots. Donc j'ai la maternité, et voilà, fière. Très jeu de mots, Demoiselle d'horreur aussi. Oui, et ça, celui-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé, j'avoue. C'est la grande honte de ma vie. Je le dois à mon cousin, bravo à lui. Bravo à lui. Il y a un point commun en fait entre toutes les activités, c'est ce lien avec les films de genre et les questions féministes. Et la première porte d'entrée que tu avais ouverte avec ce concept-là, c'était avec ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux raconter un peu comment tu as commencé ta chaîne YouTube et comment tu es entrée là-dedans? Oui, c'était un peu un hasard parce que moi, je n'étais pas du tout consommatrice de vidéos YouTube, spectatrice de vidéos YouTube, pas particulièrement. Je regardais comme tout le monde, j'écoutais de la musique et je regardais des vidéos de chatons, mais c'était un peu tout. Et en fait, j'ai un ami qui m'a dit, parce que donc mon but, c'était comme beaucoup de gens qui font de la critique ou voilà, qui traitent de sujets comme je le fais, c'est de faire des films, surtout la première idée, la première envie. Et j'étais dans une sorte de désert un peu professionnel, je me laissais un peu couler. J'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais pas une chaîne YouTube? Ça te permettrait de tourner un peu, d'avoir une présence. Et alors moi, j'étais vraiment en mode non, YouTube, je vois pas l'intérêt. Moi, je veux faire du cinéma. Et en fait, il m'a dit, écoute, essaye d'imaginer d'ici demain un sujet de chaîne, et si jamais ça te plaît, tu l'as fait, je t'aide à la faire, parce que lui il avait du matériel, moi j'en avais pas, et si ça te tente pas, tu la fais pas. Et en fait il avait raison, parce que effectivement j'ai vraiment, pour lui faire plaisir ou pour qu'il me fiche la paix, j'ai réfléchi à un sujet, et en fait je me suis dit non, en fait je veux grave le faire. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Je savais que quitte à parler de cinéma, je voulais parler de films d'horreur, et pour moi ça semblait à la fois pertinent et important de mettre en avant les personnages féminins. Donc voilà. C'était une appétence que tu avais déjà avant pour le cinéma de genre, avant de créer ta chaîne? Ouais. Oui, absolument. Après, c'est vrai que j'aime tous les types de cinéma. Et par exemple, tu vois, chez Écran Large, je me limite absolument pas aux films d'horreur. Ouais. Quand j'étais chroniqueuse pour la RTS, aussi bien à la télé qu'à la radio suisse, je parlais aussi de toutes les actus cinéma. Mais le film d'horreur a ma préférence, et surtout pour tout ce dont on va parler, je pense, je trouvais que c'était le cinéma le plus intéressant, aussi bien d'un point de vue politique, et aussi quitte à remettre les femmes sur le devant de la scène. Pour moi, c'était aussi le type de cinéma le plus pertinent à aborder. Ouais, effectivement, on va en parler, mais là je montre un peu aux gens effectivement ta chaîne. Alors là, ces derniers temps, tu m'expliquais que la chaîne était un peu en sommeil en ce moment, mais que tu avais comme des activités dessus. Si vous voulez suivre Judith, allez suivre sa chaîne Twitch, faire un petit shoot-out même, je sais pas si on peut les faire encore. Je sais pas si normalement on peut le faire. C'est Demoiselle d'horreur tout attaché? Ouais, avec un S à Demoiselle, ouais, voilà. En faute d'orthographe, c'est mieux. C'est ça, comme c'est parfait.
Normalement, vous pouvez. Voilà, parfait. Waouh, super. Ça fonctionne du premier coup. Merci beaucoup. Oui, effectivement, faire les vidéos YouTube telles que je les faisais avant, donc c'est-à-dire c'était quand même des analyses de mise en scène que j'essayais de faire assez rigoureuses, qui duraient parfois une demi-heure. Ça me prenait beaucoup de temps de recherche, d'écriture, et puis aussi je tournais et je montais moi-même, etc. Donc la qualité technique était pas toujours là, mais j'adorais faire ça. En revanche, c'est vrai que ça me prenait un temps que je n'ai plus désormais parce que j'ai plein de projets qui se mettent en place et c'est top, hein, et parce que j'ai été engagée par Écran Large. Donc c'est vrai que, et aussi parce que voilà, j'ai perdu un petit peu le décor dans lequel je tournais, donc le temps que tout ça se remette en place, ça prend du temps, et en attendant j'essaye de me faire une place sur Twitch parce que c'est vrai que ça permet d'éviter tout ce qui est montage, enfin voilà, tout un tas d'aspects qui étaient un peu handicapants, et aussi parce que il y a quand même l'interaction avec les gens qui permet toujours de pousser la réflexion et de la tirer dans des endroits que je n'avais pas imaginés, et ça c'est passionnant. Oui, d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, des questions, des anecdotes à les poser. Je montre un peu ta chaîne, hein, je fais défiler un peu pour les gens, mais on voit des vidéos plus anciennes où tu as notamment des analyses de personnages, de personnages principaux de films d'horreur, et plus récemment, donc tu as ces retours sur différents films, et là, c'est pas forcément que des films d'horreur. Bon, Si, c'est que des films d'horreur là, oui. ouais. Je regardais un peu Smile 2, par exemple, voir que fait des films qui peuvent être des films d'auteur ou alors des films plus mainstream. En fait, tu essaies vraiment de faire une diversité de films d'horreur. Oui, après, le but reste toujours qu'il y ait un personnage féminin central, ou à minima que le film soit fait par une réalisatrice. Voilà. Et donc tu parlais d'écran large, pour qui tu travailles maintenant depuis quelques temps. Est-ce que tu peux présenter un peu le média écran large pour les gens qui ne connaîtraient pas? Je vais le mettre aussi bien sûr dans la chaîne YouTube déjà d'écran large dans la capture, et je vous enverrai aussi le lien du site. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Alors oui, Écran Large, c'est un média qui existe depuis beaucoup plus longtemps que moi, et qui existe aussi bien donc sous forme de site internet auquel on peut s'abonner, que de chaîne YouTube, et maintenant depuis quelques temps sous forme de podcast. On a aussi à une époque fait des ciné-clubs. Alors pour l'instant ce format-là est un peu en pause, mais peut-être que ça reviendra. Et donc là pour le coup on est sur un site d'actualité beaucoup plus sur un signe, enfin des thèmes beaucoup plus généralistes, dans lequel on essaye aussi d'avoir des dossiers d'analyse et des points de focus et des retours sur des films de patrimoine sur lesquels on a un regard plus analytique. Je pense que le meilleur terrain d'expression en ce moment d'écran large, enfin actuellement, c'est effectivement la chaîne YouTube où moi je suis heureuse de pouvoir effectivement, là j'ai fait une vidéo sur Mort ou Vif, j'ai aussi fait une vidéo sur Le Silence des agneaux récemment, une vidéo sur American Psycho, sur Le règne du feu, sur lesquels j'essaye d'avoir des regards analytiques. Sachant qu'on est quand même un média qui en ce moment souffre un peu d'avoir à surtraiter l'actualité de façon pas toujours hyper intéressante, et que tout l'enjeu c'est de réussir à satisfaire la dictature du clic tout en trouvant un certain épanouissement journalistique. Et oui, problème de médias en ligne souvent. Mais voilà. Oui, donc j'avais commencé à regarder la vidéo effectivement où tu as un magnifique chapeau sur la vidéo, le western de Sam Raimi. Sam Raimi d'ailleurs très bien, j'aime beaucoup ce western. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, que j'ai pas encore fini de regarder. Mais c'est donc des analyses où là sur écran large, comme tu disais tout à l'heure, t'es pas que sur les films d'horreur, vous essayez de revenir un petit peu sur des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et ce que j'aime bien aussi que vous faites pas mal à écran large, c'est que vous êtes aussi sur le business du cinéma, la production, ce que ça rapporte un film, combien ça coûte, etc. Donc il y a un peu ce point d'analyse là plus large sur l'industrie du cinéma et la production en tant que telle. Ouais, moi c'est vraiment des sujets que je suis pas du tout douée pour traiter au départ, et c'est vrai qu'en général moi ce qui m'intéresse vraiment c'est spécifiquement l'analyse de mise en scène, tout ce qui est coulisses et industrie du cinéma, c'était des sujets que je maîtrisais moins et qui m'intéressaient moins, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant en arrivant à écran large de comprendre qu'en fait tu peux traiter par exemple tous les Marvel qui sortent d'un point de vue artistique. Moi personnellement ça m'intéresse pas du tout, et je suis pas la seule de la rédac que ça n'intéresse pas. En revanche le fait de présenter le business qu'il y a derrière, et en fait les enjeux économiques d'un tel film, et la manière justement dont ça devient politique et dont ça a vraiment un impact justement sur la dimension artistique de toute l'industrie, en réalité ça rend la chose 1000 fois plus intéressante. Et quand tu prends ce prisme-là, en fait, tu peux t'intéresser vraiment à tous les styles de films. Ouais, et c'est aussi ce qui est intéressant avec cette analyse politique, c'est que ça permet aussi de rajouter du politique dans du mainstream qui est souvent considéré comme neutre, comme général. Par exemple, le MCU, enfin le Marvel Cinematic Universe, c'est vraiment typiquement le mainstream par excellence, et il y a aussi une analyse politique à faire. Toi, c'est ce que tu essayes aussi de faire avec les films d'horreur qui sortent au cinéma. Comment tu perçois ça, ce rôle politique qu'il peut y avoir dans cette analyse de film? Alors ça dépend, et parfois c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore sur ma chaîne qui est plus niche, qui est beaucoup plus niche, avec un angle qui est peut-être plus affiché, un angle politique qui est plus affiché, les gens comprennent mieux, les gens reçoivent mieux ça. Mais c'est vrai que sur écran large, les gens ont parfois beaucoup de mal dans la communauté écran large à accepter qu'on intègre de la politique dans les analyses qu'on fait des films. Ils refusent de voir la dimension politique des films tout court aussi. Or c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, aussi bien en termes de représentation que d'industrie, c'est
capital, je pense, d'analyser ça parce que en fait les gens se rendent pas compte que, enfin les gens se rendent pas compte, si bien sûr, heureusement il y a plein de gens qui se rendent compte, mais c'est toujours intéressant de remettre en avant le fait que même dans un film Marvel, et surtout dans un film Marvel parce que c'est un film qui va être extrêmement vu et qui engrange énormément d'argent, il y a des enjeux de représentation qui se posent, des questions de représentation, des choix qui ne sont pas faits à la légère et qui suivent plus ou moins voilà une certaine tendance politique imposée ou pas par des personnes qu'on peut tous identifier, je pense. En même temps, voilà, il y a beaucoup de gens enfin beaucoup d'argent qui vont, qui va, en fait, être mis en jeu derrière ces types de représentations. Et en fait, tout ça n'est absolument pas anodin. Et quand dans un Marvel, enfin, je dis Marvel, mais enfin, en tout cas, dans des films très grand public, avec des budgets démentiels comme ça, vous avez des représentations qui se posent. C'est-à-dire, vous avez un désir de diversité dans le casting, ou au contraire, justement, l'inverse. En fait, c'est pas pour rien. Et on envoie des messages au grand public qui comptent énormément. Ça se voit aussi d'ailleurs, il y a un véritable, c'est un terrain de combat politique de toute façon, le film mainstream, notamment tu parlais de l'inclusion des minorités, qu'elles soient minorités sexuelles, minorités de genre, rôle féminin dans les films. À chaque fois, c'est un scandale absolu quand on dit qu'il y a un personnage principal qui serait une actrice, qui serait une femme, quand il y a une personne noire, etc., etc. Donc ça, c'est des combats politiques qui se mènent dans le mainstream. Ouais, mais en plus, ce qui est d'autant plus énervant, et nous, ce qui nous fait parfois fulminer à l'écran large, parce qu'on est quand même, on a quand même des sections commentaires qui sont saturées, alors de gens aussi très gentils qui nous soutiennent, mais aussi de gens dont on se demande vraiment ce qu'ils fichent chez nous, en fait, tellement ils ont l'air d'être en désaccord avec le type d'angle qu'on peut présenter. Mais en fait, ce qui est vraiment énervant, c'est que tu vois la théorie de la culture woke. Je mets des gros guillemets, qui soi-disant maintenant infuse partout tous les médias, toutes les formes d'art, enfin bon, tout ce genre de théorie fumeuse qu'on connaît. En fait, les gens sont persuadés que c'est quelque chose de nouveau, alors que en fait, quand tu t'intéresses au cinéma des années 90, 80, 70, même avant, tu as des films dans lesquels tu as des héros qui sont pas blancs, tu as des films féministes. Par exemple, le film Les femmes de Stepford, qui date des années 70, si je ne m'abuse, qui est un film vraiment féministe, vraiment pro-féministe, qui est passionnant d'ailleurs, que je vous conseille, dans lequel on parle quand même d'une communauté où toutes les femmes sont remplacées par des robots, en fait, par leur mari, parce qu'ils ne souhaitent qu'elles se contentent en fait de faire la cuisine et de ne pas discuter, de ne pas se disputer, etc. Oui, alors il y a eu un remake avec Nicole Kidman qui vaut moins le coup, mais en tout cas le film original est vraiment passionnant. Et en fait, ça c'est le genre de film, si aujourd'hui il sortait, mais il se ferait taxer dans tous les sens vraiment de propagande woke, en veux-tu en voilà. Alors qu'à l'époque, en fait, ça posait pas ce type de problème, tu vois. Ou même à l'époque où on a fait une Catwoman avec Halle Berry, tu vois, une Catwoman noire, mais vraiment, quel studio aujourd'hui se risquerait à faire ça? Et en fait, il y a une sorte de névrose enfin c'est pas nouveau, hein, mais une névrose qui s'est créée aujourd'hui avec l'idée que les films deviennent politiques et deviennent véhicules de telle ou telle idéologie, alors que ça... Enfin, je veux dire, la question des représentations, elle est aussi vieille que le cinéma, quoi. Et puis même dans le mainstream, c'est pour des choses qui sont anodines, effectivement, où il y a des réactions qui sont démesurées, même simplement un premier rôle féminin ou une scène entre deux personnes homosexuelles, même très fugace, qui dure une demi-seconde, il va y avoir des polémiques dessus. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça, Pixar, ils en ont bouffé, parce qu'il y avait la question d'un baiser lesbien, je crois, dans le film Buzz l'éclair. D'ailleurs, Disney a récemment, l'année dernière ou il y a 2 ans, a annoncé qu'ils arrêtaient en gros leur politique de diversité et qu'en gros, globalement, ils allaient suivre les directives de leur beau gouvernement. Qu'est-ce que je voulais reprendre un exemple, je ne sais plus. Ah oui, par exemple, le film Super Mario, tu vois. Que je trouve assez déplorable par ailleurs, mais il s'est quand même, alors que c'est le produit le plus capitaliste, le plus normé, le plus commercial que tu puisses imaginer, il s'est quand même fait taxer de wokisme, entre guillemets, parce que en fait la princesse Peach dedans, elle fait de la moto, tu vois. Et elle est pas tout le temps en robe. Et donc, en fait, c'était suffisant. Alors que c'est même pas l'héroïne du film ou quoi, mais c'était suffisant pour que tous les fachos s'emparent du sujet et partent du principe que là aussi, on avait affaire à une propagande wokiste de gauche. Enfin, on a du mal à s'en sortir, quoi. La question que j'ai envie de poser naturellement, c'est que là, on a pas mal parlé du mainstream, mais pourquoi spécifiquement s'intéresser au cinéma de genre et plus particulièrement au cinéma d'horreur pour étudier ces questions-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au cinéma de genre par rapport aux questions de féminisme et globalement de mise en avant des minorités? Oui, alors de féminisme tout particulièrement, je pense, mais des minorités aussi de manière générale. Après, de toute manière, les luttes sont intersectionnelles, donc une fois que tu tires le fil du féminisme, tu vas forcément amener plein d'autres luttes aussi. Mais le cinéma de genre en particulier, pour une raison, c'est que en fait, les femmes ont toujours été centrales dans les films d'horreur de manière générale. C'est le seul genre dans lequel tu as une légère majorité de personnages féminins.
de personnages féminins centraux, en tout cas, principaux. Ouais, on a le trope de la final girl dans les films d'horreur qui est assez connu, notamment, même y compris des réalisateurs, ou même des films qui sont par ailleurs très sexistes, il y a comme ce trope-là Oui, à l'intérieur. et en fait, pourquoi ? C'est parce que au moment où le cinéma est créé, donc le cinéma d'horreur aussi, parce que les films d'horreur, il y en a dès la naissance du cinéma, les femmes sont tout de suite des personnages principaux parce que tout simplement, elles sont considérées comme étant la victime idéale. Parce que dans la tête des hommes qui font les films, forcément, elles sont le sexe faible. Aussi, ce sont des personnages qui portent des robes, qui ne savent pas se battre, qui n'ont pas de muscles, tu vois, dans l'imaginaire collectif, qui ont des talons, qui ne peuvent pas fuir, et qui en plus sont en général plus innocentes, plus douces, plus faibles, etc. Donc en fait, elles sont la victime idéale, non seulement parce qu'elles sont des proies plus faciles, et aussi parce qu'elles sont plus susceptibles de susciter l'empathie chez le spectateur. Donc d'office, elles sont les personnages idéaux pour les films d'horreur. Et il y a un autre facteur qui s'ajoute à ça, c'est que en fait, les films d'horreur forcément se font enfin l'horreur des films se fait toujours métaphore, on va dire, d'horreur qui existe pour de vrai. C'est le principe qu'on crée forcément à partir de ce qu'on connaît, et à partir de ça, en fait, tu t'aperçois qu'il y a énormément de films d'horreur dont la menace est une métaphore plus ou moins voilée d'oppression que vivent les femmes au quotidien. Et en fait, les films d'horreur parlent depuis toujours de choses que parfois encore beaucoup de gens refusent d'admettre aujourd'hui, mais en fait d'oppression que vivent les femmes au quotidien, des violences qu'elles subissent. Les films d'horreur, si tu veux, bien avant quasiment les théories féministes les plus modernes, nous disent que all men, en fait, parce que les femmes sont toujours en train de subir des oppressions qui sont plus ou moins déguisées dans les films d'horreur. Et donc, très vite, le cinéma de genre va devenir un terrain d'expression en fait pour les personnages féminins qui dépassent en fait les types de représentations qu'on a dans le cinéma plus mainstream. Et au-delà de ça, c'est aussi un type de cinéma dans lequel on va s'autoriser à représenter des femmes qui sont monstrueuses. Alors monstrueuses dans la tête de beaucoup de gens, ça peut être des femmes tout simplement plus vieilles, plus moches, plus violentes, mais en fait qui permettent d'explorer des facettes de la femme qui sont réelles, qui existent et qui en revanche ne sont pas représentées dans un cinéma plus mainstream. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au départ, en tout cas, tous ces éléments-là de femmes victimes idéales, personnages féminins mis en avant, des physiques un peu différents qui sont mis en avant, ça n'a pas forcément été fait dans une démarche féministe. Pourtant des réalisateurs qui avaient un regard très masculin sur leurs actrices. Et ça va être subverti par des réalisatrices qui vont se réapproprier ces codes, justement. Alors oui, cela dit, là où je mets un bémol, c'est que parce que c'est vrai que j'ai toujours envie de mettre en avant les réalisatrices, et souvent, dans le discours général, dans le discours mainstream, t'as l'impression que le fait que les réalisatrices commencent à prendre de la place, il faudrait qu'elles le justifient particulièrement, qu'elles prouvent qu'elles ont quelque chose à apporter. La vérité, c'est que en fait, si on veut l'égalité, les femmes, elles ont le droit de faire autant de films que les hommes, et même autant de films de merde que les hommes, et autant de films sexistes que les hommes. Et donc en fait, oui, il y a des femmes qui apportent des regards absolument passionnants dans leur approche de l'horreur. C'est le cas de Jennifer Kent, c'est le cas de Anita Rocha da Silveira avec un film comme Medusa, par exemple. C'est le cas de Corinna Faith avec un film comme The Power, ou évidemment Coralie Farja avec The Substance. C'est des films qui en plus ont un propos qui est vraiment politique, qui est directement féministe, etc. Mais t'as aussi des hommes qui, au cours de l'histoire du cinéma, ont fait des films, je parlais des femmes de Stepford, mais il y en a plein d'autres, des films qui étaient passionnants aussi sur les questions de féminité et parfois de féminisme. Et aujourd'hui, tu as aussi des réalisatrices, pas que aujourd'hui d'ailleurs, qui font des films d'horreur qui répondent complètement à des codes sexistes. En fait, il faut... les femmes apportent des choses intéressantes, évidemment, mais elles sont pas non plus obligées d'apporter des choses intéressantes pour avoir le droit d'exister, tu vois, dans l'espace du cinéma. Oui, bien sûr. Et tu parles de Coralie Farja, je rebondis dessus parce que c'est un thème que je voulais aussi aborder. On parlait de questions de sexisme, de violences faites aux femmes dans le cinéma d'horreur. Il y a carrément un genre entier de cinéma de genre qui s'appelle le Rape and Revenge, qui est consacré en fait à ces questions des violences sexuelles. Et Coralie Farja, c'est son premier film, Revenge. je crois, Revenge. Ouais, voilà, elle s'est un peu réapproprié ça. Est-ce que tu peux parler un peu de ce type de film en particulier qui concentre pas mal de choses le type du Rape and Revenge en particulier, c'est un genre avec lequel j'ai souvent du mal. Alors pas que, mais c'est vrai que le principe en général, ça commence, on a une héroïne qui est victime de viol de la part d'une ou plusieurs personnes, et ensuite le reste, la deuxième moitié du film, ça va être sa vengeance, et donc elle va traquer les hommes qui l'ont violée, et elle va en général les massacrer de manière plus ou moins exotique, fouillée, inventive, voilà. Et en fait, j'ai souvent du mal avec ça parce que la forme la plus classique du Rape and Revenge, qui est vraiment là pour appeler, on va dire, enfin pour flatter un petit peu les bas instincts des fans de films d'horreur, parmi lesquels il y a aussi beaucoup quand même d'hommes qui aiment retrouver des certaines rhétoriques sexistes et surtout voyeuristes. Bah souvent, en fait, la forme la plus nue du Rape and Revenge, ça va être d'abord, on a un spectacle complètement voyeuriste qui va dans lequel on va proposer au spectateur de se repaître du spectacle,
spectacle du viol. Et en fait, on va l'autoriser à se repaître de ce spectacle de façon complaisante parce qu'on va lui dire oui, mais après elle se venge. Et après, ce que tu vas kiffer, c'est la voir massacrer des mecs. Et en fait, souvent, une fois que la vengeance est accomplie, le film s'arrête. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas du tout de propos qui est développé autour de ça, si ce n'est que tu as deux spectacles de voyeurisme tout aussi complaisants l'un que l'autre qui vont un peu s'excuser l'un l'autre. C'est-à-dire que tu peux t'excuser de la voir massacrer des types parce que c'est les types qui l'ont violée. Et en même temps, tu peux t'excuser de te complaire dans le spectacle du viol parce que derrière, elle se venge. Et en fait, je trouve que c'est une démarche complètement malhonnête qui pose énormément de problèmes et qui prouve à quel point le cinéma d'horreur est aussi une sorte de... Parce que la licence horrifique permet permet qu'on s'autorise à représenter énormément de choses et à éclater les codes, et ça, c'est génial. Parce qu'il y a une liberté folle dans le cinéma de genre, et en même temps, cette liberté folle implique aussi que on va avoir ce genre de spectacle dans lequel en fait les pires fantasmes masculinistes s'expriment, mais en même temps, le Rape and Revenge a aussi été détourné de plein de manières assez fascinantes dans lesquelles on va ramener du propos plus politique, plus intéressant, qui va être assez fascinant. Alors c'est vrai qu'en général, moi ce que j'aime, c'est les détournés de Rape and Revenge des films comme Promising Young Woman par exemple, plutôt que le Rape and Revenge classique. Et par exemple, le film de Coralie Farja, je le trouve très intéressant dans sa mise en scène. Je l'ai trouvé vraiment passionnant en termes de mise en scène, d'esthétique, dans sa façon justement de réussir à filmer le viol comme quelque chose de violent, sans être dans la complaisance, etc. Je le trouvais assez passionnant. En revanche, j'étais pas forcément non plus fan de cette approche où on a une héroïne qui est complètement mutique et où on a une histoire effectivement qui prend fin avec la vengeance sans essayer de développer au-delà de ça, tu vois. Après, voilà, Coralie Farja, je trouve que c'est une réalisatrice formidable et qui a fait quelque chose d'esthétiquement assez fou. Il n'empêche que le Rape and Revenge, ça reste un genre qui est souvent problématique pour moi. Oui. Mais globalement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a toujours un peu cette espèce d'ambivalence où il y a beaucoup plus de possibilités d'expérimentation et beaucoup plus de possibilités de montrer des choses, ce qui donne à la fois lieu à des trucs horribles et très complaisants qu'on retrouve pas forcément à ce point-là dans le mainstream, mais aussi des trucs politiquement beaucoup plus intéressants qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait avoir dans le cinéma, j'ai envie de dire grand public. Oui, et en fait, pour ça, souvent, tu as une sorte, là aussi, où se joue l'ambivalence, pardon, c'est que les fans de films d'horreur vont d'un côté trouver dommage que les films d'horreur soient pas davantage reconnus par la critique et ne bénéficient pas souvent de meilleurs budgets, et en même temps c'est justement parce que les films d'horreur sont souvent méprisés aussi bien de la critique que des studios qui en général allouent des budgets relativement faibles aux films d'horreur. C'est aussi pour ça qu'il y a une liberté d'expression, parce qu'il n'y a pas de gros enjeux, si tu veux, ni critiques ni économiques, et donc à partir de là forcément le discours est davantage libre, et c'est aussi pour ça je pense que les femmes se font plus facilement une place derrière la caméra dans le secteur de l'horreur aussi. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux économiques, forcément. Et quand les hommes qui tiennent les cordons de la bourse regardent ce genre de choses, en fait, ils donnent plus facilement des responsabilités à des femmes quand il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu. Et où est-ce que je voulais en venir ? Pardon, j'ai dérivé de ta question. Non, est-ce que c'est toujours un type de cinéma qui est un peu dans les extrêmes, en fait, que oui, ce soit d'un côté ou de l'autre. Et effectivement, j'ai envie de dire les extrêmes, j'ai l'impression d'être Manuel Valls. Vous avez compris ma question. Oui. Non. Et en fait, le fait justement que ce qui se dit dans le cinéma de genre soit moins surveillé ou en tout cas moins pris au sérieux permet une liberté de ton en fait que t'as pas dans d'autres types de films, et donc d'avoir des propos très politiques et qui sont parfois assez cash et assez violents dans ce qu'ils disent, et donc effectivement ça permet aussi l'expression de propos auxquels on n'adhère pas forcément, mais c'est aussi un terrain d'expression politique en fait assez unique dans le cinéma, je pense, ouais. Mais ça peut aussi rentrer dans le mainstream parfois. Il peut y avoir des gros succès un peu surprises de films d'horreur. Oui. Je pense à Julia Ducournau par exemple. Je pense notamment à Smile. J'ai vu que tu avais fait une critique sur Smile que j'avais trouvé aussi intéressant parce qu'il sortait un petit peu des carcans habituels. Et on a aussi toute une série de films d'horreur qui sont très grand public et qui sont peut-être un peu moins intéressants, mais qui sont du film d'horreur un peu popcorn, quoi. Là aussi, il y a des choses à dire là-dessus. Alors oui, il y a des choses à dire, mais en ce moment, pas forcément dans le bon sens. Parce que par exemple, si on cite, tu vois, la saga Conjuring, moi j'aime beaucoup le premier Conjuring, les deux premiers Conjuring. Je crois que j'ai vu tous les Conjuring, mais je regrette la plupart de mes visionnages. Voilà, en fait, plus on avance dans la saga et puis aussi dans La Nonne et Annabelle et compagnie, plus ça devient problématique par plein d'aspects, parce qu'en fait, là, effectivement, on a une saga qui engrange énormément d'argent, énormément, hein. C'est-à-dire que le dernier Conjuring, quand même, c'est le plus gros démarrage de l'histoire du cinéma d'horreur depuis la naissance du cinéma, donc c'est quelque chose d'absolument colossal. Et en fait, plus ces films engrangent d'argent et de vues et attirent l'attention du public, etc., et des studios, plus on va avoir un discours à l'intérieur qui est policier. Alors c'est vrai que la saga Conjuring n'a jamais été
une saga militante, on est d'accord. Mhm. Mais plus ça va, plus on a un discours catho-porn qui est vraiment d'une arrogance assez incroyable. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, dans Conjuring, je prends aussi la branche La Nonne, hein, qui fait partie du Avec un Conjuring-verse. spin-off. Voilà. Et donc, dans La Nonne 2, t'as quand même la thèse qui est quand même avancée, c'est que Lorraine Warren, donc qui est héroïne des Conjuring et qui est un personnage qui a vraiment existé et qui est avec Ed Lorraine, ça fait longtemps qu'il a largement été prouvé que c'était des charlatans. Hein, mais bon, bref, ce sont les héros de cette franchise. Il s'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Les Warren sont des chasseurs de fantômes. Le film joue beaucoup là-dessus Voilà. pour installer son univers. Voilà, et tout en extrapolant énormément. Et en fait, dans La Nonne 2, il est quand même sous-entendu que Lorraine Warren est la descendante directe de Sainte-Lucie. Et en fait, on va, en plus d'un discours très catho, très tradit, etc., maintenant vraiment essayer de légitimer ces héros en te disant directement qu'ils sont les descendants de saints. Alors que, évidemment, que Lorraine Warren, dans la vraie vie, n'avait absolument rien d'une sainte, vraiment pas du tout. Et donc, tu vas vraiment, en fait, les films d'horreur très très grand public comme les Conjuring vont devenir une sorte d'arme de propagande massive, tu vois, sur une certaine approche de l'horreur, une certaine mentalité qui va passer vraiment par la bondieuserie. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de films d'exorcisme, d'exorcisme, de possession, de démonologie, etc., qui vont avoir un discours de plus en plus sage sur la religion, ce qui n'a pas du tout été le cas. Hein. On a des films d'exorcisme à une époque qui, au contraire, critiquaient beaucoup la religion. C'est de moins en moins le cas. Ça fait le lien avec la question de Chilanchouille dans le chat qui parle des slashers et justement cette question de les films d'horreur, ça peut aussi être un moyen de remettre en place l'ordre social en fait. Beaucoup de slashers parlent de la vidéo de Bolshevik Geek sur le sujet. Certains disent que Carpenter il met en héroïne une femme plutôt libérée qui fume et tout et qui survit. D'autres disent qu'il la met en victime justement pour la punir de cette liberté. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur la question de remettre en avant la religion et un peu l'idée de remettre les choses en ordre entre guillemets avec une vision très conservatrice qu'on trouve aussi dans ces films-là depuis pas mal d'années. Oui, le slasher, c'est un genre à part entière qui est très intéressant pour ça. C'est-à-dire que c'est un genre qui véhicule autant, pour certains films, de valeurs justement plutôt tradies et puritaines, où, tu vois, dans les films, tu vas souvent avoir, dans des films comme Halloween, tu vas souvent avoir des personnages qui sont punis directement parce qu'ils couchent, tu vois. Ils ont une scène de sexe et donc tu peux être à peu près sûr que derrière, ils vont dérouiller, qu'ils vont mourir. Et ça vaut un peu pour toutes les formes de liberté, d'expression, voilà. Et souvent, c'est des jeunes. Souvent, c'est les adolescents, tu vois, qui découvrent leur corps, la sexualité, leurs envies, etc., leurs désirs, et qui derrière vont le payer très cher. Avec en général souvent des adultes qui ne les écoutent pas, qui ne sont pas du tout attentifs à ce qu'ils traversent, et en même temps, donc ça t'as l'aspect puritain, et en même temps dans des films comme Les Griffes de la Nuit, ou surtout comme dans le néo-slasher comme Scream derrière de Wes Craven, tu vas avoir directement un commentaire là-dessus, avec au contraire un discours d'émancipation et de libération, avec l'identification justement à travers le personnage de Randy dans Scream qui énumère un petit peu toutes les règles du film d'horreur et qui dit si tu veux pas mourir dans un film d'horreur, il faut pas que tu couches, il faut pas que tu fasses ceci, il faut pas que tu fasses cela, et avec l'héroïne Sydney qui au contraire va au fur et à mesure du récit braver tous ces interdits sans même en avoir conscience et quand même survivre avec une espèce de logique de réappropriation du narratif et des enjeux de la jeunesse américaine de l'époque, etc., qui va venir éclater ce qu'a posé le slasher au départ. Donc dans le slasher, t'as souvent effectivement une base de puritanisme mais qui va être déjouée justement pour avoir un discours plus émancipateur. Il y a Don't Tweet Shot, les pseudos sont très bien ce matin, qui demande c'est pas le film Sans un bruit qui s'était fait allumer pour sa vision conservatrice, même si c'est plus un film de monstre qu'un slasher. Ouais, Sans un bruit, je suis d'accord pour dire que c'est conservateur, oui. C'est-à-dire que c'est quand même une saga qui est réalisée, en tout cas les 2 premiers films, par John Krasinski, qui est pas réputé pour être le type le plus punk d'Hollywood. Et je suis pas là pour le critiquer directement, mais c'est vrai que moi, Sans un bruit 2, j'ai été assez choquée. Désolée, je spoil un petit peu, pas beaucoup, mais... Spoiler Sans un bruit 2. Voilà, c'est très focus sur la famille, très famille nucléaire, très noyau familial, les parents ont vocation à se sacrifier pour leurs enfants. Il faut accoucher dans la douleur, il faut en prenant des risques, parce que dans le premier film, moi je comprendrais jamais pourquoi ils ont pas passé 9 mois de grossesse à construire un abri anti-bruit plutôt que de prendre le risque que la meuf elle se fasse charcuter au moment d'accoucher. Mais dans le 2, on a notamment l'idée que en fait cette femme qui se retrouve seule avec ses enfants, en fait le salut va vraiment venir du fait qu'elle rencontre un homme qui va devenir la nouvelle figure paternelle, et en fait le salut se fonde uniquement là-dessus, vraiment. Et toute l'histoire te raconte ça, du fait que le salut ne vient que de la création ou à minima la recréation de la famille nucléaire telle qu'on la connaît, un papa, une maman, des enfants. Et tout le narratif du film est vraiment fondé là-dessus.
Et donc, oui, bien sûr que les films d'horreur peuvent aussi véhiculer ce type de message, ça dépend de qui les réalise, bien sûr. Et puis dans ce contexte actuel du Trumpisme aux États-Unis, de la montée du fascisme, des régimes autoritaires, etc., etc., est-ce que toi tu vois une évolution dans le mainstream qui va dans ce sens-là? Comme tu dois regarder, je pense, énormément de films, de films qui sortent. Est-ce que tu vois une évolution dans la façon dont sont traités les films d'horreur mainstream? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus conservateur ou ça a Ouais. vraiment plus ou moins toujours été comme ça? Non, moi je trouve qu'il y a une évolution. Alors Mm. je dis pas que c'est complètement linéaire, je dis pas qu'on n'a pas déjà connu ça auparavant, je dis Mhm. pas que évidemment qu'on a encore des contre-exemples aujourd'hui, mais c'est vrai que tu vois ce que je te disais sur l'espèce de revival du caltoporn en ce moment, moi je trouve que c'est assez inquiétant. Je dis pas que ces films sont complètement inintéressants, mais on a eu spécialement quand même ces dernières années une avalanche de films comme La Proie du Diable, L'Exorciste du Vatican, parce que dans L'Exorciste du Vatican on en a beaucoup ri parce que c'est une sorte de nanar avec Russell Crowe qui prend un accent italien pour jouer le prêtre exorciste. Dedans, le film t'explique quand même que l'Inquisition et toutes les exactions commises par l'Église sont des faits de démons, tu vois. C'est vraiment, on se dédouane en fait de la responsabilité qu'a pu avoir l'Église dans l'histoire pour en fait expliquer ça justement par des questions de possession. Et là, on n'est plus du tout dans le fantastique de est-ce qu'il y a réellement un démon, est-ce qu'on est sur un trouble psychologique, psychiatrique, etc. On est vraiment sur full le diable existe et en fait, il est responsable de toutes les choses mauvaises qu'a pu faire l'Église dans l'histoire. Et en fait, t'as de plus en plus de films qui véhiculent ce genre de discours, et je trouve que ça devient inquiétant, parce que... Alors, heureusement, on a des contre-exemples comme le film que j'ai vachement aimé, La Malédiction, le préquel de La Malédiction, qui était beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Donc, heureusement, on a toujours des contre-exemples, mais dans le cinéma plus mainstream, on a vraiment un discours catho qui est vraiment en train de se réinstaurer, mais de manière assez brute, et je trouve ça dingue que les gens n'en aient pas plus conscience, ouais. Mais je pense que c'est en lien, que c'est essentiellement des films produits aux États-Unis, Oui. parce qu'en lien avec le contexte politique là-bas aussi, qui alimente pas mal ça en fait. Oui, c'est vrai qu'on parle essentiellement de films américains là, parce que c'est quand même eux qui ont en tout cas la plus large production de films qui nous parviennent d'horreur actuellement. C'est vrai que pour moi, mais tu vois, le fait que Disney, parce que aujourd'hui on dit Disney, on est d'accord que c'est plus du tout que des dessins animés, hein, c'est-à-dire que c'est quand même, enfin, des films d'animation. On est d'accord que Disney, ils ont racheté la Fox, ils ont racheté énormément de studios, et aujourd'hui ils sont quand même à l'origine d'énormément de productions de films, et c'est le cas de plusieurs studios. Et ces studios, dans leur communication actuellement, admettent qu'ils vont aller dans le sens du gouvernement et du Trumpisme parce qu'ils ont envie d'obéir à leur chef, tout simplement, et qui donc ils vont davantage toujours lisser leur discours. Et donc en fait, c'est bien le problème une fois qu'un cinéma cesse d'être underground, ou en tout cas une partie de ce cinéma cesse d'être underground et qu'il devient plus mainstream, bah, il est aussi récupéré effectivement par un certain courant politique, en tout cas une certaine bienséance politique, on va dire, qui est adoubée plus ou moins par le gouvernement, quoi. Mais c'est aussi parce que, est-ce qu'il y a d'autres industries du cinéma, à ta connaissance, qui ont fait du film d'horreur un truc aussi mainstream? Parce qu'en France, c'est pas le cas. Ça doit jouer aussi, je pense, sur le. Bah, en France, le problème, c'est qu'on a peu de cinéma d'horreur tout court. Oui. Ouais. Non, mais après, le cinéma d'horreur est politique, quoi qu'il arrive. Et donc, en France, on s'en sert encore. Tu vois, je vois des exemples, un film comme La Nuée, par exemple, de Juste Philippot, qui est sorti il y a quelques années. Alors, qui était une horreur timide, mais qui était une horreur quand même. C'était aussi un drame social sur la condition des éleveurs, tu vois, des agriculteurs, etc. Donc on a une volonté, et je pense qu'en France on a quand même encore ça, comme on estime encore beaucoup l'idée d'avoir un discours social, d'avoir un discours plutôt intellectualisant, etc. dans nos films, l'horreur va encore vraiment être un prisme très précis d'un discours politique. Ça, on a encore ça pour nous. Le truc, c'est que maintenant, il faut quand même qu'on accepte d'en produire davantage et qu'on les fasse fonctionner aussi, parce que malheureusement, les films de genre qui ont été produits cette année, en général en France, à part des exceptions comme Vermine, ils se sont tous vraiment plantés au box-office, quoi. Même les films de Julia Ducournau, hein, ils ont été reconnus aux États-Unis, ils ont eu des récompenses en festival, la Palme d'Or, tout ça, c'est énorme. Mais Titane, c'est complètement planté, hein, par exemple, en salle. Voilà. Oui. C'est aussi des films qui sont peut-être moins mis en avant pour le grand public, quoi. Enfin, oui, et tu vois, si je peux rebondir juste sur l'exemple de Titane, je pense que on sait plus ou moins que c'était pas pour rien si au moment où il a eu la Palme d'Or, juste derrière, il n'a pas été choisi pour être le candidat français aux Oscars du meilleur film étranger. Oui. C'est La Passion d'Odin Bouffant qui a été à la place, ce que je m'explique vraiment pas. Enfin, si, je m'explique justement parce que Titane avait quand même un discours très étonnant et vraiment frontal sur les questions d'identité de genre. Je sais pas à quel point c'était vraiment la volonté de Julia Ducournau, mais un film ne se limite de toute manière pas à ce que le réalisateur veut en faire. Il y avait quelque chose d'extrêmement subversif sur l'identité de genre, sur la représentation des genres, etc. Et comme par hasard, il n'a pas été choisi pour représenter la France. Et ça, je pense que c'était un move politique aussi, clairement. Oui. Et puis il y a la question donc des pressions politiques en tant que telles. Mais il y a aussi la question de
la façon dont est organisée la production du cinéma, parce Mmh. qu'on parle pas mal de concentration des médias, avec notamment Bolloré, mais est-ce qu'on pourrait parler de la même chose pour la concentration de la production des grands studios, qui y a aussi une uniformisation de la production de films? Oui, oui. Oui, bah, tu vois, enfin, l'exemple vraiment le plus parlant, encore une fois, ça reste Disney qui continue de grignoter et de, tu vois, de racheter toutes les grandes franchises qui existent. Et pour, tu vois, donc Disney a racheté pour je ne sais plus combien de milliards euh, la Fox avec du coup les licences Star Wars, Indiana Jones, tout ça. Et derrière, en fait, a sorti donc Indiana Jones 5, a sorti Han Solo, Star Wars Story, enfin, a relancé des nouveaux Star Wars, etc. Et se réapproprie vraiment ces franchises-là en essayant de capitaliser sur leur nom et leur capital sympathie. Il y a Et Alien aussi, disent les gens dans le chat, excuse-moi. Ouais. Alien, absolument. Et en fait, maintenant que Disney a prévenu qu'en gros, ils allaient aller dans le sens du wokisme, il n'y a aucune raison pour que toutes ces grandes franchises qui, jusque-là, étaient des entités séparées, ne deviennent pas de plus en plus, si tu veux, une sorte de voix commune qui véhicule certains types de représentations qui sont beaucoup plus politiques que ne peut l'imaginer le grand public. Donc, moi, je trouve ça assez inquiétant. Et surtout, le truc le plus inquiétant aussi maintenant, c'est que ces studios commencent à se placer évidemment sur le terrain de l'intelligence artificielle générative et qu'en fait, ces studios sont vraisemblablement en train d'entraîner en interne plus ou moins leur propre intelligence artificielle à propos de leur propre catalogue. Et en fait, on va aussi avoir, à cause de ça, une uniformisation de l'artistique, tout simplement, de l'image en soi des films. Parce que ce qui est aussi en lien avec la montée de l'autoritarisme et du fascisme, cette uniformisation visuelle, elle s'inscrit vraiment là-dedans, à mon avis, et on la voyait déjà même avant l'arrivée de l'IA. Je trouve que, par exemple, plateforme comme Netflix, il y a un visuel, tu vois un plan, tu dis ça c'est un film qui a été produit par Netflix. Ça aussi c'est de l'espace en moins pour la créativité des réalisatrices et des réalisateurs, y compris dans le cinéma d'horreur. Bien sûr, mais tu vois, aussi bien l'IA que de toute manière, après le capitalisme de manière générale, parce que ça fonctionne avec les grands studios, même avant l'intelligence artificielle, ou comme tu le disais avec Netflix, ça vient de toute manière gommer les identités, gommer les individualités, les particularités, les aspérités, etc. Donc on va sur un lissage global et une uniformisation générale qui, évidemment, derrière, va limiter les supports d'interrogation, de réflexion, de création, et va venir limiter petit à petit, malheureusement, les esprits. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, et a fortiori aujourd'hui quand on est amateur de cinéma de genre, d'aller en festival, parce qu'en festival, comme je cite des festivals comme Gérardmer, l'Étrange Festival, le Festival Fantastique du film de Strasbourg où j'étais récemment, enfin il y en a plein. Hallucination collective à Lyon. Les hallucinations collectives à Lyon, le Paris International Fantastic Film Festival à Paris, etc., etc. Dans ces festivals-là, vous allez trouver des films qui parfois étonnent un peu votre œil, parce que c'est pas toujours des films qui sont très bien produits, c'est parfois des films qui souffrent de certains problèmes, que ce soit de production, voilà. Vous allez trouver des films qui sont pas parfaits en général, mais qui sont des propositions extrêmement étonnantes, indépendantes, et dans lesquelles cette fois-ci s'expriment en fait des discours réellement parfois disruptifs, de façon réellement étonnante, intéressante, iconoclaste. Et là, vous allez avoir vraiment un espace de création. Et ça, il faut l'encourager, il faut continuer, il faut si possible, être client et public de ce genre de festival pour que ce type de film-là continue à exister. Oui, en plus c'est intéressant parce que tu parles des festivals, parce qu'on a la chance d'avoir plein de très bons festivals de cinéma en France, mais ça s'inscrit aussi dans un contexte politique qui est compliqué pour la culture, avec baisse des subventions, et avec, je pense à Vauquier en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est connu pour sucrer les subventions personnes qui politiquement ne lui reviennent pas. Donc il y a aussi cet enjeu-là, simplement du financement de la culture, du financement du cinéma, pas que par la puissance publique, qui se pose aussi dans ce contexte actuel. Ah oui, parce que tu vois, là, par exemple, le festival de Clermont-Ferrand, alors c'est un festival de court-métrage, mais c'est le plus gros festival de court-métrage du monde, je crois, de l'Europe en tout cas, ça c'est sûr, et je crois du monde. Qui est là aussi le court-métrage, on en parle rarement, mais ça aussi c'est un terrain d'expression folle, parce que là encore, il y a encore moins d'enjeux de thunes dans le court-métrage, il n'y en a pas du tout, personne se fait des thunes avec le court-métrage, on en perd mais on n'en gagne pas. Et là aussi, en fait, le court-métrage n'est absolument pas scruté par les studios, et le court-métrage reste encore tout à fait libre. Et donc à Clermont-Ferrand, là vous avez affaire à des œuvres, alors qu'elles vous plaisent ou pas, que vous les trouvez réussies ou pas, elles sont imparfaites, parfois elles sont géniales, mais en tout cas c'est un vivier de création et d'expression politique assez dingue. Et en revanche, effectivement, la meilleure solution de mettre un taquet là-dedans, c'est de supprimer les subventions. Et clairement, alors je suis pas du tout dans l'organisation du festival, mais je pense qu'ils prennent un sacré coup en fait avec le fait de sucrer les subventions. Et en fait ça, c'est très très inquiétant, parce qu'en fait c'est vrai que je vous dis allez en festival, c'est vrai qu'il faut aller en festival, mais en fait les festivals, encore combien de temps est-ce qu'ils vont réussir à vivre, ça c'est très incertain. Oui, mais tout ça, ça appartient, tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, à un même contexte politique qui concerne pas que le cinéma, évidemment, le capitalisme, mais la montée du fascisme et aussi la montée de l'illibéralisme politique, c'est-à-dire aussi cette notion que
il y aurait une volonté populaire de ne pas vouloir avoir ce genre de choses dans l'espace public. Parce que c'est vrai qu'on peut voir des films qui sont parfois pas terribles, on peut voir des trucs excellents, on peut être choqué aussi en allant dans ce genre de festival, et voir des trucs qui sont, on peut se dire c'est horrible d'avoir montré ça, mais au moins ces espaces d'expression Oui. ont une place. Il y a la Lugan qui dit extra, je déteste le cinéma d'horreur, je venais en traînant des pieds. C'est sympa d'être venu déjà. Je me découvre avide d'en savoir plus sur le genre, ses enjeux économiques et politiques. Merci à toi pour ton message. Avec grand plaisir, merci. C'est vrai que le cinéma d'horreur, il y a des gens qui ont peur d'avoir peur souvent. Moi, c'était un peu mon cas au départ avec les films d'horreur. Oui, alors en fait, oui, qu'on peur d'avoir peur. Alors t'as raison parce que c'est vrai que moi souvent j'ai des gens qui me disent, mais en fait moi je regarde pas de films d'horreur parce que j'ai peur. Je dis, moi en fait moi aussi, mais c'est parce que Oui. c'est que moi j'aime ça. Après c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aimer ça. En revanche, moi ce qui m'a fait très plaisir quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, effectivement, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, en fait moi je regarde pas de films d'horreur parce que ça me fait trop peur. En revanche j'aime beaucoup en entendre parler. Et ça et c'est vrai que du coup je sais que j'ai conduit certaines personnes à découvrir certains types de cinéma d'horreur, parce qu'aussi le problème c'est que parfois on n'a pas conscience d'à quel point l'horreur est un genre vraiment extrêmement pluriel, et en réalité, il y a toujours un type de film d'horreur qui va réussir à vous correspondre. Voilà, il faut juste trouver celui qui vous parle. Mais en fait, j'ai réussi à convaincre certaines personnes, à montrer à certaines personnes, et ça m'a fait très plaisir, que effectivement les films d'horreur avaient beaucoup de choses à dire au-delà de juste essayer de faire peur. Et d'ailleurs, il y a plein de films d'horreur qui n'essayent pas de faire peur et qui sont de l'horreur quand même. Donc c'est un genre extrêmement multiple dans lequel normalement vous devez pouvoir trouver chaussure à votre pied si vous avez envie de la chercher. Après ça vous regarde. Mais en tout cas, c'est un genre de film qui a beaucoup plus à dire que simplement dégoûter. Et encore, le fait de dégoûter, ça peut être très politique, ça peut être passionnant aussi, bien sûr. Comme dans le body horror ou des choses comme ça. Oui, alors, le body horror, je trouve que c'est un genre qui est souvent passionnant, parce que là, en fait, on va venir réincarner directement dans la chair des questions aussi politiques, des questions sociales, etc., mais qui vont passer par le corps directement, vraiment montrer à la manière dont ça s'inscrit réellement dans nos douleurs physiques, tout simplement dans le corps à travers lequel on éprouve la vie. Et le body horror va souvent parler de ça, et je trouve ça passionnant. Alors du coup, si je peux faire une petite extrapolation, justement, moi, en ce moment, il y a un sujet qui me passionne vraiment et que j'ai envie de traiter sur ma chaîne Twitch bientôt dans un stream, même si ça fait 1 an que je dis que j'ai envie de traiter ce sujet, mais je finirai par le faire. C'est en fait la différence qu'il y a entre les fantômes et les zombies. C'est-à-dire que les fantômes, moi, c'est mes histoires préférées. Mais vraiment, le fantôme, c'est ma figure préférée dans les films d'horreur. C'est le type d'histoire que je préfère. Mais les fantômes, c'est un truc de droite et les zombies, c'est un truc de gauche. Parce qu'en fait, j'ai eu cette réflexion un jour où je me baladais dans un cimetière, un très beau cimetière avec de très très belles tombes, très beaux gisants, et je me disais, c'est fou, je lis les noms de ces personnes, de ces personnes, et en fait, quand il y a un très beau gisant, je le regarde, j'essaye d'imaginer quel était son visage, je lis son nom, je me renseigne éventuellement sur l'histoire de la personne, et je me dis, ça c'est fou, parce qu'en fait, le fait que moi, 150 ans après la mort de cette personne, je m'intéresse à son histoire et à ce qu'elle était, ça ne tient qu'au fait que cette personne avait des thunes ou un certain statut, parce que c'est ça qui lui a permis d'avoir une jolie tombe, d'être dans un joli cimetière, d'avoir une tombe tout court d'ailleurs. Et en fait, c'est vrai que le fantôme, tu vois, c'est l'émanation d'un esprit. Donc le fantôme, il ne reste que c'est quelque chose en fait qui est le corps n'existe plus, la chair n'existe plus, la condition humaine n'existe plus. Ce qui reste, c'est les sentiments, tout ce qu'il y a de noble en fait. Tu vois, c'est l'esprit, les sentiments, l'amour, même le désir de vengeance, etc. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'il y a de beau, on va dire. Et en général, ça s'inscrit dans un contexte aussi de patrimoine immobilier, c'est-à-dire qu'en général on parle de maisons hantées, et en fait la présence des pièces qui ont été importantes pour le spectre, ce genre de choses, enfin l'aspect matériel et immobilier est extrêmement important dans la figure du fantôme. Alors que le zombie typiquement, c'est la masse en fait du peuple qui est justement inidentifiée, qui n'a pas forcément droit à une tombe, et en fait qui n'existe justement qu'à travers la chair et qu'à travers sa force de travail physique en fait, et qui va être complètement là de privé d'esprit, de réflexion, d'intelligence, et qui ne va exister qu'à travers son corps qui souffre, son corps qui a souffert, et son corps qui marche et obéit en fait, si tu veux, à une sorte d'automatisme qui va en fait, il marche pour continuer de marcher quoi. Et donc on a vraiment une réflexion, je pense, plus de gauche du côté du zombie et plus de droite du côté du fantôme. Ça n'empêche que j'adore les histoires de fantômes. Mais voilà. J'aime bien cette analyse. Les gens disent que Casper est cancel maintenant. Je suis pas sûr que ça fait vraiment. Salaud de Casper. Et voilà. Je vais revenir sur les différents types de cinéma d'horreur parce que tu en as parlé. C'est vrai que j'ai l'impression que souvent on réduit le fait d'avoir peur au cinéma quand on connaît pas le genre au jumpscare en fait, au sursaut, alors qu'en fait il y a des dizaines et des dizaines d'autres manières de créer la peur, et ça appartient. Alors on est plus dans un côté purement de forme artistique, mais sur des différentes manières de créer la peur dans le cinéma d'horreur, et c'est aussi cette diversité là qui est mise en danger par l'uniformisation dont on parlait, qui joue beaucoup sur les jumpscares, sur bouh, il y a un fantôme, alors qu'il peut y avoir une ambiance, il peut y avoir du body horror, il peut y avoir plein de choses qui font qu'un film
fait peur, ça peut être du malaise, de l'inconfort, ça peut être plein d'autres émotions que juste la peur, le sursaut. Absolument. Alors déjà, moi, je suis pas spécialement anti-jumpscare. Je sais qu'on dit beaucoup de mal du jumpscare et je comprends parce que c'est un procédé qui a été usé jusqu'à la corde et pas toujours la meilleure manière. Mais parfois, le jumpscare, c'est très bien. Hein. Oui. Moi, j'aime avoir peur aussi. Mais c'est vrai que là, du coup, et je reviens sur Conjuring encore une fois parce que là, en ce moment, la saga connaît un succès démentiel alors que les films n'ont jamais été aussi mauvais. C'est que c'est effectivement le type d'effroi sur lequel joue ce type de film. Et parce qu'en fait, quand tu te reposes uniquement sur la mécanique du sursaut parce que tu mets un gros bruit à l'écran, mais en fait là c'est pas de la peur qui interroge, c'est de la peur purement physique, c'est du pur réflexe si tu veux physiologique. Et en fait si tu te concentres là-dessus, effectivement tu vas moins passer de temps à établir des ambiances et des situations et des dilemmes dans lesquels tu as un autre type d'horreur psychologique qui va s'instaurer et donc qui va faire naître davantage de réflexion et dans lequel il y aura aussi plus de place pour la politique. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé ça, mais de toute façon, la forme est toujours liée au fond, effectivement. Et je vois la baguette marxiste qui dit j'aimerais trop voir un film d'horreur qui se passe dans le Moyen-Âge. Si vous avez des recommandations, moi je pense à Evil Dead 3, mais je sais pas si ça compte. Oh, ça compte. Film d'horreur qui se passe au Moyen-Âge. Alors, je suis sûre qu'il y en a, mais là, tu sais, je suis très mauvaise quand on me dit là, Ouais, maintenant, cite un titre, trouve un je film. suis nulle. Mais il y en a, forcément. Euh, Faut voir le Pacte des loups aussi. C'est pas le Moyen-Âge, mais. Sleepy Hollow, c'est pas le Moyen-Âge non plus. Non. The Witch, je sais pas si c'est le Moyen-Âge. Ah, The Witch, non, je dirais pas que c'est le Moyen-Âge, mais à quelle époque ça se passe exactement, je ne sais plus. C'est pas le Moyen-Âge. C'est peut-être plutôt 19e, 18-19e. Mais c'est vrai qu'il nous faudrait plus de films d'horreur vraiment avec des chevaliers en armure. Ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. Ouais. Il y a l'intro de Dracula, mais c'est pas le Moyen-Âge non plus. Enfin, il y a un truc qui revient. Je suis désolé, il y a comme vous dites, des titres de films d'horreur, il y a souvent le bot automatique qui censure les commentaires. Alors que vous dites rien de mal, mais c'est pas moi qui le fais. C'est vraiment le bot. Ça. J'ai vu un message plusieurs fois revenir pour une catégorie qui fait un peu parler, il fait un peu polémique en ce moment dans le monde du cinéma. C'est des gens qui parlent d'elevated horror pour parler de films comme Hérédité, comme Us par exemple. Est-ce que c'est un peu pour dire, regardez, c'est des films d'horreur pour nous, les gens qui aimons vraiment le cinéma. Ouais, bah c'est ça. Non, ça c'est vrai que c'est un terme assez fumeux qui est venu à la mode justement quand The Witch est sorti. Enfin, je dis The Witch, ça a été un marqueur, mais il y a eu Midsommar, il y a eu voilà les films d'Ari Aster, les films de Robert Eggers, etc. Robert Eggers s'est fait le Nosferatu, c'est ça. Voilà, qui a fait Nosferatu, mais à l'époque du coup c'était surtout The Lighthouse qui avait voilà. Et The Witch du coup, et en fait on a l'impression que c'est un nom qui est devenu à la mode quand en fait il y a eu une vague de films d'horreur, donc ces films y appartiennent, où il y avait un désir d'être un peu plus contemplatif. Les films de Hoss Perkins aussi, une mise en scène un peu plus contemplative, et surtout ce que ces films avaient, c'était vraiment la patte de l'auteur qui était très présente, qui était très identifiable, qui était mise très au premier plan, et la réflexion qui allait avec derrière. Et en fait, face à ces films d'horreur d'auteur qui ont eu, enfin, je sais pas, par une sorte de coup de chance, de hasard, ont été mis en avant en même temps, sont sortis en même temps, et du coup, ça a été identifié comme une vague. Alors qu'en fait, des films d'horreur contemplatif intelligents avec une patte d'auteur, ça a toujours existé. Oui. Mais là, il y a un effet de mode qui s'est créé, et notamment parce que quelqu'un, je ne sais pas qui, un jour a sorti le thème d'Elevated Horror. Et là, en fait, tous les gens qui n'aimaient pas les films d'horreur en pensant que justement c'était un genre vil, qui n'en appelait qu'aux bas instincts, qui n'avait rien de noble, qui n'était pas estimable, se sont dit ah mais en fait, regardez, parfois l'horreur ça peut être intelligent. Alors du coup là j'aime bien et là c'est digne d'être récompensé en festival. Mais effectivement c'est complètement fumeux. Alors après, la chose que ça a eu de bon, c'est que ce terme a permis, malgré tout, le fait que plus de productions ont voulu faire confiance aux films d'horreur parce que ça les a remis un peu sur le devant de la scène, ça leur a permis de gagner des prix en festival, etc. Et à partir de là, si tu veux, des Julia Ducournau et compagnie ont eu davantage la chance de pouvoir faire d'autres choses derrière. Mais le terme en soi est fumeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas un genre en soi, l'elevated horror, c'est pas comme le slasher ou quoi. Vous avez pas des films qui appartiennent forcément au genre de l'elevated horror et d'autres qui n'y appartiennent pas. On a une sorte de mode qui s'est identifié un peu dans les années 2015, mais aujourd'hui, un film d'elevated horror ou pas, il y en a qui à partir du moment où le film est sorti après The Witch, estiment que c'est de l'elevated horror. Il y en a qui considèrent que c'est un film dans lequel tu te fais chier. Ça dépend, mais ça ne veut rien dire en fait. Oui. Bah, ça pose la question du genre. Hein. J'élargis un peu ta question Twitch de ça, mais est-ce qu'un film peut être comme Requiem, comme Dream peut être considéré comme l'horreur? C'est quoi exactement l'horreur? Ça pose la question des limites du genre. Je pense qu'il y a une question extrêmement vaste. Et on pourrait dire qu'il y a des films qui sont pas des films d'horreur en soi, mais qui ont des séquences d'horreur à l'intérieur. C'est une question très large. Oui.
Alors autant il y a plein de films pour lesquels la question se pose pas parce que t'as un certain nombre de codes qui sont cochés et qui sont présents et qui ne laissent pas place au débat, mais t'as plein de films qui se trouvent davantage à la lisière. Et encore je dis ça, mais alors une fois j'ai fait vraiment une présentation de film dans un cinéma, c'était La Proie du Nombre, qui est un très bon film que je vous conseille. Vraiment une histoire de maison hantée avec des meurtres et tout sur machin. Disney+, là. Avec Rebecca Hall, et il y a un type dans la salle qui m'a soutenu que non c'est pas un film d'horreur, et là avec Léo Yorillo de la sororité avec qui je présentais le film, on dit en fait là si, je sais pas, enfin je veux dire on va pas débattre là-dessus, si c'est un film d'horreur, puis alors le mec nous disait hantée, pour le coup. voilà, puis après il nous disait mais Les Dents de la Mer, est-ce que c'en est un, et ça, enfin bon, et en fait, il y a des films pour lesquels il n'y a pas tellement débat, et il y en a plein d'autres pour lesquels, effectivement, il y a débat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui définissent un film d'horreur en fonction de s'il vous fait peur ou pas. Sauf que la peur, c'est évidemment extrêmement subjectif, et que le fait de réussir à faire peur, ou d'avoir envie de faire peur, ne peut pas suffire à définir un genre. Surtout que vous pouvez avoir peur de plein d'autres manières différentes, et parfois vous avez peur. Moi, par exemple, je suis terrifiée par Mélancolia de Lars von Trier, c'est pas un film d'horreur. Et c'est pas le genre de peur que j'aime ressentir, d'ailleurs, c'est juste trop d'angoisse existentielle. Mais donc, en fait, la peur peut pas être un critère, et à partir de là, en fait, effectivement, il y a des films qui rentrent complètement dans le genre parce qu'il y a du fantastique, parce qu'il y a des fantômes, parce qu'il y a un certain type de nombre de représentations qui correspondent, mais vous avez aussi des films qui sont davantage à la lisière. Par exemple, je me suis posé la question sur ma chaîne quand j'ai fait la vidéo sur Le Silence des agneaux. Je me suis dit à quel point c'est un thriller, à quel point c'est un film d'horreur, puis bon, finalement, thriller horrifique. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on emploie beaucoup le terme de film de genre, même si ça veut pas dire grand-chose non plus, mais parce que ça permet de regrouper un peu l'idée, effectivement, horreur, thriller horrifique, fantastique horrifique, etc. Mais il y a plein de films qui sont à la lisière, et c'est un peu en fonction de votre rapport à ces films, en fait, qui va définir si pour vous c'est des films d'horreur. Il y a plein de films pour lesquels ça fait pas débat, il y a des films pour lesquels ça fera débat, et ce sera toujours comme ça. Ouais, j'ai vu 3 messages, je crois, au moins sur Midsommar. Les gens ont beaucoup parlé de ce film en termes de est-ce que c'est de l'horreur, est-ce que c'est pas de l'horreur, c'est un peu est-ce que vous avez aimé, pas aimé. Les gens sont un petit peu partagés. Pour moi, c'est vraiment de l'horreur. Pour le coup, c'est vraiment de l'horreur, c'est de la folk horror. Aussi parce que ça correspond au code de ce genre particulier de la folk horror, où en fait on va mettre en scène, enfin la menace va venir d'un contexte culturel qui est étranger au personnage principal, enfin en tout cas au personnage des victimes, et qui va se retrouver plongé dans un folklore qu'il ne maîtrise pas, avec des codes qu'il ne maîtrise pas et dont il va être la victime, et parce que vous avez, c'est pareil, un type d'atmosphère extrêmement oppressante, des représentations clairement horrifiques. En tout cas, voilà, vous avez quand même des massacres, enfin des scènes en tout cas de tuerie qui sont assez, enfin des décors qui sont mis en situation assez horribles, etc. Pour moi, là, ça fait pas tellement de doute parce qu'il y a aussi une part de fantastique. Pour moi, là, on est sur tous les codes. On est vraiment sur l'oppression globale, psychologique et physique du personnage principal. On a des scènes relativement gore. On a le contexte de la folk horror, en tout cas de ce folklore étrange et que les héros ne maîtrisent pas. Là, pour moi, on a suffisamment de codes pour dire effectivement c'est un film d'horreur. Après, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal à certaines personnes qui ont été beaucoup choquées par ce film, et d'autres, voilà, qui sont passées davantage au travers. Sur la même question de qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui fait pas peur. Alors les gens disent est-ce qu'il existe des westerns d'horreur. Après on va commencer à parler de plein de films en détail. Quelqu'un cite Bone Tomahawk, bah ça typiquement sur le cinéma réactionnaire, on pourrait en parler. Mais voilà. Bon. Bah ça, de toute manière, l'horreur, ça reste un prisme de toute manière. Donc l'horreur, vous pouvez l'appliquer comme prisme à tous les autres types de cinéma, bien sûr. Ouais. Et puis effectivement, beaucoup de films où on pourrait avoir, c'est ce qu'on disait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des avis politiques beaucoup plus tranchés que dans le cinéma mainstream qu'on pourrait avoir ici, quoi. Culture ciné de fou. Oh là là, attention, hein. Pas me lancer sur Wicker Man avec Nicolas Cage. Ah, voilà. On vous conseillera plutôt celui, la version originale. Je voulais juste terminer avec une petite question sur. Il y a une bio écran large où vous, sur le site, vous dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et moi, j'ai bien aimé les films que tu n'aimais pas. Ok. Je sais pas si tu peux en parler un peu. Tu as dit je n'aime pas Twilight, La Forme de l'eau et Le Père Noël est une ordure. Ouais. Alors pourquoi ces 3 choix? Bon, alors Le Père Noël est une ordure, c'est simple, je veux dire, j'ai jamais réussi à rigoler devant ce film. J'avoue, ça ne me fait pas du tout rire. Je suis désolée, et surtout qu'en plus, je sais que je l'ai vu 2 fois, et les 2 fois, il ne m'a laissé aucun souvenir. Je me souviens d'aucune des blagues. Voilà, donc ça marche pas du tout sur moi. Alors que je sais que c'est une référence absolue en comédie pour beaucoup de gens. Twilight, c'est parce que je me suis très vite passionnée pour le mythe du vampire, comme beaucoup de gens un peu émo-gothiques, voilà, comme moi à l'époque de l'adolescence. Et c'est vrai que voilà, quand j'étais ado, j'ai lu Dracula et ça a déclenché chez moi une fièvre de la lecture et des romans gothiques, etc. Et donc je me suis forcément passionnée pour la figure du vampire. J'étais déjà fan en plus du Dracula de Coppola à ce moment-là. Et en fait, Avatar, au ce même âge, a fait beaucoup de mal parce qu'autour de moi, les autres gens de mon âge, ils lisaient Twilight, quoi. Ouais. Ah oui.
il lisait Twilight et moi j'avais envie de parler de vampires, de vraies histoires de vampires. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'estimais être les vraies histoires de vampires et du bien de vampire et à quoi ça correspondait. Et eux, ils étaient là avec ah là là, il a la peau qui brille au soleil et tout. Et je voyais bien que c'était une bluette un peu tradie, un peu puritaine, un peu. Et je me disais, mais le vampire, c'est tellement pas ça. Le vampire, c'est une figure extrêmement queer dès le début, dès le Carmilla de Sheridan Le Fanu. C'est une figure extrêmement iconoclaste, c'est une figure violente, c'est une figure émancipatrice en plein de choses. Et les gens me parlaient de Twilight et ça me rendait fou, ça me rendait folle, complètement ouf. Donc voilà, Twilight, non seulement je trouve ça viscéralement mauvais, comme film est mauvais, genre honteux, et en plus je trouve que politiquement aux vampires ça a fait beaucoup de mal. Et puis c'est très conservateur. Voilà. Parce qu'on ce dont on parlait tout à l'heure sur les questions catho, Ouais, les oui. évangéliques aux États-Unis et leur influence sur le cinéma, c'est un bon exemple. Ah bah c'est extrêmement puritain, effectivement. L'autrice, je sais plus quel est son background. Stéphanie Meyer, ouais. Elle est pas mormone, je me rappelle plus. Mais en tout cas, effectivement, il y a vraiment, il y a toute une propagande de pas de sexe avant le mariage, de là aussi la famille nucléaire, etc. On a vraiment une volonté dans Twilight d'appeler la jeunesse par l'appel du fantasme sexuel, etc. Mais pour mieux le canaliser derrière, effectivement. Ouais. Ouais, elle est mormone, elle est pas évangélique. Tu as raison, D'accord. tout à fait. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on se dirige vers la fin de cet entretien. Le temps de marquer une petite pause, sauf si tu avais d'autres choses à ajouter sur ce qu'on a dit, sur la montée du fascisme, le capital production du cinéma, le film d'horreur en général. C'est triste. Non, mais simplement, c'est hyper important d'encourager les productions indépendantes, effectivement, et d'aller chercher, que ce soit en festival, enfin oui, essentiellement en festival d'ailleurs, mais les films que vous verriez pas ailleurs, parce qu'en fait, pour avoir une véritable vision de ce qui se fait actuellement dans l'horreur, vous pouvez pas vous contenter des films qui sortent en salle, qui sont distribués en salle, voilà, dans des circuits plus mainstream, parce qu'en fait vous avez pas le quart de ce qui se fait réellement et de ce qui est le plus intéressant et le plus iconoclaste en ce moment en horreur. Donc allez en festival et allez voir les films indépendants et les films français de genre aussi. Eh ben, merci beaucoup. On rappelle merci à toi, merci à vous. Merci d'être revenu, d'avoir posé plein de questions dans le chat. Qu'il y a donc ta chaîne Demoiselle d'horreur sur YouTube, il y a tes lives sur Twitch, on a fait un petit shoot-out tout à l'heure, Demoiselle d'horreur également, et que tu es sur Écran Large, Écran Large qui est un média aussi auquel vous pouvez apporter votre soutien. Je vous invite à aller voir le site, je vais mettre le lien de Écran Large, et aussi la chaîne YouTube, des vidéos YouTube de Écran Large que je trouve vraiment très bien, si vous vous intéressez un peu au cinéma, à la production du cinéma, critique de films, il y a plein de choses à voir. Voilà, globalement. Abonnez-vous.